Salut à tous et bienvenue à cette autre production de J'ai vaincu, voici mon histoire. Et ce n'est pas mon histoire qu'on va écouter aujourd'hui, mais nous sommes avec un jeune qui se démarque vraiment par ce qu'il est, ce qu'il fait et surtout ce qu'il a traversé. Il s'appelle Boris Noupéi, il a fait le déplacement de Yaoundé pour Douala pour pouvoir partager avec vous son histoire, mais surtout espérer motiver et encourager quelqu'un qui traverse des moments un peu comme ceux qu'il a traversés. On en saura plus, mais d'abord on l'accueille. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On espère que tout se passe bien. Le trajet, ça s'est bien passé. Très bien. D'accord. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on te reçoit ici. On est très contents et on espère que tu oseras nous dire j'ai vaincu, mais surtout pourquoi. Bien sûr, c'est la raison de ma présence ici. D'accord. Alors, est-ce que tu peux décliner déjà ton identité? Qui est Boris Noupéi? Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà, qui es-tu? Ok. Donc déjà, merci pour l'invitation. Et donc, Boris Noupéi, c'est un jeune Camerounais qui se prénomme comme étant un emploi-preneur. Un emploi-preneur? Un emploi-preneur. D'accord. Emploi-preneur dans le sens où on fait beaucoup la promotion de l'entrepreneuriat au détriment du salariat. Comme si le saint Graal ne consistait qu'à entreprendre. Donc, Boris Noupéi se définit comme étant un emploi-preneur, étant déjà un salarié d'une part et un entrepreneur d'autre part. Donc, je disais, Boris Noupéi est un jeune Camerounais qui est un salarié responsable du service de contrôle dans une entreprise de la place et entre autres entrepreneurs, propriétaire de la marque Forever Style by Boris Noupéi. Et aussi cofondateur du glacier italien Le Duc. D'accord. Voilà. Donc on va retenir les deux choses qui se ramènent directement à ta personne. Okay. Propriétaire de Forever Style. Qu'est-ce que c'est? Forever Style est une marque de vêtements qui a vu le jour en 2019. Voilà. Fort du constat selon lequel le Cameroun importe beaucoup, mais alors énormément de friperies. Donc, c'est-à-dire que la friperie, ce sont des vêtements usés de l'extérieur qu'on nous ramène ici. Et on a tendance à croire que c'est de la très bonne qualité. Et on oublie que derrière cet échange d'achat-vente, il y a tout un système qui est mis en place, notamment la notion de ce qu'on appelle les balances commerciales, le déficit monétaire également. Lorsqu'on achète des produits qui viennent de l'étranger, on se retrouve à expédier notre monnaie à l'étranger. Et voilà pourquoi par la suite, on va parler de crise des devises et autres. C'est fort de ce constat. Simple, on va dire qu'on s'appauvrit, on diminue le pouvoir d'achat local. Oui. D'accord. Parce que les termes devises et autres là... Oui, c'est vrai. En des termes simples, à chaque fois qu'on achète quelque chose qui vient de l'étranger, on s'appauvrit et on enrichit l'étranger. La marque dont vient pour promouvoir le Made in Cameroun et même le Made in Africa. Et surtout pour s'inscrire dans une vision selon laquelle il est possible pour tout un chacun de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Super. Donc ça veut dire que dans cette marque-là, on retrouve des vêtements africains? Bien sûr. Des vêtements confectionnés en local, mais qui peuvent très bien compenser la friperie. Exactement. D'ailleurs, pour l'émission, je suis totalement vêtu en Forever Style. Et l'idée, c'est de vraiment montrer que le Made in Cameroun est au-delà de l'idée selon laquelle on aime faire la débrouillardise. L'idée, c'est de montrer aux gens que quelque chose peut être Made in Cameroun, quelque chose peut être Made in Africa, et être tout de même de qualité. Donc, les auditeurs jugeront par eux-mêmes la prestance du vêtement. Waouh, peut-être qu'il va se lever, il va faire un petit tour. Pourquoi pas? On verra bien. Pourquoi pas. Pour donner la possibilité aux auditeurs de pouvoir... Peut-être on pourra admirer, jusqu'au détail de... Je ne sais pas, c'est la broderie ou c'est le biais? C'est la broderie. D'accord. La broderie sur du bazin. D'accord, super. Voilà. On est africain, pourquoi ne pas en être fier? On est africain, pourquoi ne pas oser? On est camerounais, pourquoi ne pas exporter aussi ce qui vient de chez nous pour que les autres découvrent aussi? Donc voilà, vous comprenez un peu qu'aujourd'hui on va se vanter, vraiment. On va se vanter. Par ailleurs, propriétaire de glacier Le Duc.
Bon, glacier italien, le Duc. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi italien? Bon, ok. Glacier italien, le Duc, tout simplement parce que, parlons toujours de l'entrepreneuriat, beaucoup veulent entreprendre en fonction de ce qu'ils aimeraient faire. Et pourtant, l'entrepreneuriat consiste beaucoup plus à offrir ce que les gens désirent. Donc, le glacier italien, le Duc, voit le jour suite à une demande, suite à une analyse qui a été faite, selon laquelle, de plus en plus, les gens sont friands des trucs nouveaux. On veut découvrir des espaces assez beaux. On veut pouvoir faire quelque chose qui sort du train-train quotidien. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que le glacier italien, le Duc, s'inscrit. Et donc, le glacier italien, le Duc, voit le jour pour pouvoir résoudre ce problème-là. Et fort du constat selon lequel c'est un secteur, pour parler de la glace notamment, qui n'est pas très connu, mais qui, pour ma part, représente une niche à saisir. Super. Donc, on comprend bien qu'il gagne très bien sa vie en tant qu'entrepreneur et emploi-preneur. Voilà. Mais j'ai envie de demander, tout cela, c'est parti d'où? Pour être aujourd'hui Boris Nous Pays, emploi-preneur, entrepreneur, bon, comme on connaît, avec ces différentes activités, il a fallu quelque chose. Je veux dire, le rêve d'avoir une marque de vêtements propre à nous, le rêve d'investir en local pour quelque chose qui répondrait à la demande et qui serait vraiment, encore une fois de plus, propre à nous, est venu de quelque part. C'était quoi? Voilà. Donc, pour revenir à l'essence même du mois d'aujourd'hui, il convient de pouvoir citer quelques faits majeurs de ma vie pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que j'en suis là. Donc, Boris Nous Pays est un jeune Camerounais qui a connu pas mal de difficultés. Je ne dirais pas que j'ai souffert plus que tout le monde. Chacun a son histoire et ses souffrances qui sont rattachées. Tout à fait. Mais du moins, je suis passé par un certain nombre de choses qui, pour ma part, m'ont fait grandir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je donne tout un sens à l'expression qui dit « la souffrance est une école de sagesse ». Super. Donc, Boris Nous Pays a commencé sa vie dans la ville de Douala et suite à la maladie de ma mère, nous étions obligés de nous retrouver du côté du village. Les médecins disaient qu'on ne pouvait pas la soigner, du moins à l'hôpital, qu'il fallait qu'on retourne au traditionnel pour pouvoir apporter une solution à son problème. Voilà pourquoi à la classe de maternelle, à la maternelle, on décide de retourner au village pour pouvoir prendre soin d'elle. Et au village, je fais mes classes jusqu'à la classe de cousin élémentaire 1. Son état ne s'améliore pas. Et elle, à chaque fois qu'elle me voyait, elle coulait les larmes parce qu'elle se disait que pour elle, c'était fini. Et qu'il ne fallait pas que je puisse être là pour voir la fin. Dernier garçon, dernier enfant? Dernier enfant, seul enfant. Wow. Et donc, elle dit, il faudrait qu'elle m'envoie à Yaoundé, il faudrait qu'elle puisse se séparer de moi, bien que ce soit douloureux, pour que je puisse être ailleurs et voir autre chose que la souffrance. C'est comme ça qu'elle m'envoie sur Yaoundé et malheureusement, un an après que je me retrouve sur Yaoundé, elle décède. Et voilà, on était tous sous le choc, moi au premier plan, et suite à ça, je suis resté sur Yaoundé. J'ai fréquenté et j'ai même repris le cours élémentaire 1 parce qu'on disait que l'école au village n'était pas vraiment ça. Donc il fallait que je recommence le cours élémentaire 1. Pour une mise à niveau. Voilà, pour une mise à niveau. Donc je refais le cours élémentaire 1 et je fais mes classes, ainsi de suite. Après l'obtention de mon CPE, les conditions de vie deviennent extrêmement difficiles. Payer la scolarité, un énorme problème. Je fréquentais au lycée des Toukébé, qui était à 2 pas de la maison, donc j'avais même pas de problème pour les transports, vu que la distance entre l'école et la maison n'était pas grand-chose. Mais seulement à l'époque, tous les élèves devaient porter des t-shirts blancs dans la tenue et des chaussures noires. J'étais dans l'incapacité d'avoir des chaussures noires. Donc du coup, la seule chaussure que j'avais, on avait peint, c'est vrai que je ne me rappelle plus le nom, mais il y avait un produit qui permettait de mettre une teinte noire sur les chaussures. Donc c'est cette teinte noire que je mettais pour pouvoir aller à l'école. Et j'étais déjà conscient à cet âge-là de ce que ça devait être compliqué.
Je ne pouvais pas fréquenter comme tout le monde jusqu'à avoir des grands diplômes. Et fort heureusement pour moi, en classe de 3e, des conseillers d'orientation sont venus en classe et ils nous ont expliqué que avec le bac A, le bac C ou le bac D, on est plus ou moins contraint à poursuivre les études. Mais pourtant, il y a la technique qui est là. Avec le bac technique, on est capable de faire quelque chose. Et c'est là qu'après leur entrevue, je me suis rapproché d'eux. Ils m'ont expliqué notamment qu'avec le bac comptable, on pouvait déjà avoir un emploi rémunéré. Ce jour-là, lorsque je rentre, je dis que définitivement, je sais ce que je vais faire. Je vais faire la comptabilité. Encore que je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'en terminale, mais s'il faille que j'arrive en terminale, je ne dois pas espérer faire des études universitaires. J'aimerais bien comprendre, en ce moment, est-ce que tu savais ce que c'est que la comptabilité ou alors c'était par dépit? On comprend que maman n'est plus là, les conditions sont difficiles, les moyens financiers se font rares. Est-ce que tu savais où tu allais ou c'était juste pour toi un moyen d'assurer ta survie ou ta réussite? Ok, donc déjà pour la petite histoire, ça me fait rire quand j'y pense, parce que lorsqu'on parlait de comptabilité, en classe avec les collègues et autres, les camarades de classe, on pensait que la comptabilité était une salle de classe où tous les élèves venaient. On venait avec des sacs d'argent, on déposait sur la table et comme son nom l'indique, on comptait toute la journée. Donc du coup, j'étais très enthousiaste à savoir que voilà définitivement la voie qui va me sortir de la situation dans laquelle je suis. Et bon, malheureusement... Bon, c'est le fait de compter l'argent qui allait faire rentrer de l'argent ou alors toucher et voir l'argent, c'était déjà beaucoup. Bon, l'idée était que déjà en comptant l'argent, j'étais déjà proche de l'argent. Ça me permettait déjà de savoir que en fait, il y a de l'argent. Et qu'après avoir fini ces études-là, notamment ayant le bac, l'argent, voilà, ça devait plus se faire désirer. Et suite à cela, est-ce que tout s'est fait? Suite à cela, j'ai dû me préparer pour déjà réussir le concours parce qu'à l'époque, il y avait un seul lycée technique commercial dans la ville de Yaoundé, qui était le lycée commercial de Yaoundé, derrière le camp de Limia. Et donc, j'ai dû passer toutes les vacances à bûcher parce que je savais que je n'avais pas intérêt à échouer. Si j'échouais, littéralement, c'était fini pour moi. Donc, finalement, j'ai eu le concours. J'étais d'ailleurs très content parce que je sentais la prospérité parce que je savais que c'était des paquets d'argent qui m'attendaient à la rentrée. Donc, j'étais le plus excité de tous les élèves dans tous les cas. D'accord. Voilà. Malheureusement, à la rentrée, lorsque j'arrive, on me fait savoir que la comptabilité, c'est plutôt un gros livre de 400 pages, un gros cahier, travaux pratiques de 400 pages, avec des numéros de compte, en fait, à la place de l'argent. Bon, je me suis dit, si c'est ça la comptabilité qui offre l'emploi au baccalauréat, ben voilà, j'y suis. Autant le faire. D'accord. Donc, j'ai eu mon bac et j'ai opté de venir fréquenter sur Douala parce que j'avais eu plusieurs propositions des oncles, cousins, tantes, tout le monde qui disaient que puisque tu as eu le bac qui plus est avec mention, il faudrait venir à Douala, déposer les dossiers à l'université de Douala pour être sélectionné en comptabilité finance, puisque là on entrait sur études de dossier. Il fallait avoir un niveau plus ou moins bon. Je viens naturellement, je dépose le dossier et je suis retenu. Sauf que on a eu d'énormes difficultés à payer le premier semestre, parce que si j'ai mémoire, la pension était dans l'ordre des 180 000 par là, puisque c'était une institution étatique. Oui, avec des filières professionnelles. Avec des filières professionnelles, exactement, CF, comptabilité, finance. Donc là, je vivais sur Bonabéry et je devais me rendre à Ange-Raphaël. Et j'étais nouveau sur Douala. Mais à l'époque, il y avait les cargos, donc c'était plus ou moins gérable. Parce que même si on se fâche, c'est compliqué de marcher de Bonabéry jusqu'à Ange-Raphaël. Pas tous les jours. Et s'asseoir encore pour faire l'école et rentrer le soir. Encore qu'on avait certains cours qui finissaient vraiment en soirée. Donc, on se bat comme on peut pour pouvoir payer le premier semestre. Et le deuxième semestre, c'est compliqué. Les TD sont programmés, la pension n'est pas payée, toutes les promesses qui venaient de gauche à droite, tout le monde a disparu. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je discute avec mon proche, celui que je considère comme mon grand frère.
Il me dit, Boris, si tu décides de continuer, moi je vais tout faire pour que tu continues. Parce que je vois les efforts que tu fais, je ne veux pas que tu abandonnes en si bon chemin. Tu as validé toutes tes matières du premier semestre et tout, et il faudrait que tu continues, sinon toute l'année est perdue. Donc, j'ai dit, grand frère, vraiment, hein, non, je ne peux pas. Vraiment, pour moi, ça va être ici. J'ai commencé ma vie à Douala, j'étais plus ou moins inconscient parce que j'étais très petit. Mais si je reviens sur Douala et que c'est ça le scénario que je trouve, sincèrement, cette bataille n'est pas faite pour moi. En choisissant la comptabilité, je savais déjà qu'il était fort probable que je travaille avec mon bac. Et donc, je me dis, je vais rentrer sur Yaoundé. Il me dit, bon, dans tous les cas, tu es déjà suffisamment grand. Si tu décides de rentrer, c'est que tu sais forcément sur quoi tu comptes. Je lui dis oui, j'ai fait toutes mes classes sur Yaoundé, quitte à être dans une situation compliquée. Autant être dans une situation compliquée dans une ville que tu maîtrises que d'être dans une ville que tu ne maîtrises pas. À Douala, lorsqu'il pleut, tout le monde marche sur la pluie. Moi, je ne connais pas ça. S'il pleut, moi, je vais rester à la maison dormir. Mais c'est que sur Yaoundé, on a une manière de faire les choses. Vraiment, je ne m'identifie pas dans cette ville. Et c'est là que je décide de rentrer sur Yaoundé. Un choix très risqué, voilà. Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, tu réalisais quand même que tout le reste de ta vie en dépend et que c'est là la décision que tu prends qui fera tout ce que tu seras. Exactement. J'étais conscient de ce que, en abandonnant mes classes pour rentrer sur Yaoundé, ça devait être quelque chose d'assez compliqué, mais j'étais prête à prendre le risque, conscient de ce que, voilà, j'ai déjà traversé pas mal de difficultés et que c'est pas cette difficulté qui va me mettre à terre, littéralement parlant. D'autant plus que lorsque j'étais au lycée des Tokébé, pour pouvoir facilement avoir de quoi me nourrir, j'avais mon ami, mon camarade de classe d'ailleurs. Chaque week-end, on allait faire de la bourrette ensemble au marché Acacia. D'accord. Donc, les samedis et les dimanches, on louait la bourrette à 200 francs. Donc, il y avait au quartier certaines mères qui avaient au moins 5 à 10 bourrettes chacune. Wow. Et chaque matin, on venait, on prenait la bourrette contre 200 francs en fin de journée. Donc, on prend la bourrette, on s'en va travailler. La nuit, on paye 200 francs. Les jours où les bourrettes sont serrées, c'est 300. Les pouces, c'était 500, mais je n'étais pas suffisamment robuste. Mon camarade non plus. Donc, on se contentait de prendre des bourrettes donc, pour le faire. Et ça fait que lundi matin, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Parce que j'avais au moins 500 000 francs dans la poche. Donc, du coup, je pouvais me permettre d'acheter le pain viande. Donc, le pain avec la sauce là, on sauce bien et on met un petit morceau de viande là. Et je me dis, mine de rien, la vie est belle quand même. Pour celui qui décide de faire travailler. Le minimum, voilà. C'était une très grande expérience, dans la mesure où, lorsqu'on poussait les bourrettes, on se rendait compte rapidement que chacun vit dans sa bulle et chacun a sa manière de voir les choses. Parce que parfois, dans l'embouteillage, le devant de la bourrette pouvait heurter le pied de quelqu'un et même blesser quelqu'un. Et là, vraiment, on voyait sortir le vrai visage de la personne. Parfois, on allait même au commissariat. Wow. Parce que la personne disait, non, tu m'as donné le tétanos et tout, tu vas me soigner. À quel âge? Et tout. L'âge, je dois faire un petit calcul rapide. Je pense que c'était dans l'ordre des 10-11 ans par là. 11 ans, 12 ans, oui. Si jeune, dans un marché? J'étais pas le seul dans tous les cas. Oui, bon, je comprends un peu le phénomène des porteurs qu'on a aujourd'hui dans les marchés. Voilà, effectivement. Donc c'était d'aller vers les dames qui veulent bien faire les courses et de proposer de porter leur sac. Naturellement. Mais à 10 ans, 11 ans, est-ce que dans un commissariat... Ok. Bon, ouais, donc, en fait, l'idée... Jusqu'ici, on n'avait enfermé personne d'entre nous parce que j'étais pas le seul. Nous n'étions pas les seuls. Ça arrivait tous les jours de marcher. Et donc, même les policiers savaient des gens, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'au final, on a adopté une technique qui était celle de prendre le plastique et scotcher la devanture de la bourrette. Pour que désormais, lorsque ça heurte quelqu'un et qu'il se retourne furieux,
il se rend compte que, bon, voilà, il n'y a rien. Il voit comment ça a été scotché et tout. Il dit, mon petit, il faut faire attention. On dit que vraiment, grand frère, ok, pardon, comment on s'excuse. Wow. Et voilà, quoi. C'était ça. Donc, c'est pour ça que décider de retourner sur Yaoundé n'était pas, pour moi, oui, une décision très, très difficile. Parce que je savais que, peu importe ce qui se passe, je vais trouver un moyen. Parce qu'au moins, là, je connais le marché. Je connais les différents coins et recoins. Donc, il a décidé de rentrer sur Yaoundé. Et sur Yaoundé, je me suis rendu compte que les choses avaient changé également. Parce que la maison que j'habitais, vu que je n'étais plus là, l'espace qui m'était réservé avait déjà été alloué à quelqu'un d'autre. Alloué à quelqu'un d'autre. Oh. Et la personne ne comptait pas sortir d'aussitôt, vu que la personne s'était déjà installée. J'ai été donc contraint, in extremis, de sortir de la maison contre mon gré, entre guillemets, dans la mesure où j'avais la possibilité de pouvoir serrer naturellement. Mais je me suis dit que, voilà, avec l'obtention de mon bac, je suis devenu un grand garçon. Je suis parti sur Douala, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Et je reviens, j'ai décidé de revenir pour me battre. Et par conséquent, c'est ce que je dois faire. Un grand frère m'avait déjà dit que on grandit face à l'adversité. Si tout est bien, vraiment, ça va prendre trop de temps. Mais par contre, s'il y a des difficultés, fort de toutes ces difficultés-là, tu vas devoir trouver un moyen. Donc, j'ai décidé de rentrer. Je me dis, il faut que j'aille en location. À Yaoundé? Oui. Je veux bien comprendre. Partir de Douala, c'était par défaut de paiement de la scolarité? À la base. Maintenant, arriver à Yaoundé et décider d'aller en location? Voilà. Lorsque j'arrive sur Yaoundé et que je me rends compte, comme je disais précédemment, que je n'ai plus de place, entre guillemets. J'avais une place, à condition de serrer avec tout le monde. Je dis, il va falloir que j'aille en location. Mais naturellement, comme dans la vie, il y a toujours plusieurs options. Soit se jeter en kamikaze, soit planifier. Voilà pourquoi fort du fait qu'il fallait que j'aille en location, je décide de planifier. Donc je me dis, il va falloir que je trouve déjà quelque chose à faire. Et c'est dans ce sens-là que je décroche un emploi dans un supermarché de la place comme agent de rayon. Donc dans un supermarché, des personnes qui sont là pour demander aux clients qu'est-ce que vous voulez, je veux le beurre, et ainsi de suite. Donc j'ai décidé de trouver cet emploi-là comme agent de rayon avec un salaire de 30 000 francs. Et donc là, je dis, après un mois de service, vraiment, je m'en vais louer. Donc après un mois, je décide d'aller louer. Naturellement, on demande minimum 6 mois. Bon, je n'ai pas 6 mois. Oui, évidemment. Ouais, je me dis, ok, je dis au père que vraiment, papa, moi voici, c'est moi qui veux louer, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc où je suis là, je n'ai pas 6 mois, j'ai 4 mois. Avant la fin des 4 mois, je paye les 2 autres mois. Il me dit que non, vraiment, ça ne peut pas marcher et tout. Je dis que ouais. Si on veut, moi, il te dit que j'ai 6 mois et que les 2 autres mois, vont me donner ça la semaine prochaine, j'entre dans la maison et après les 2 semaines, les 2 mois, la passe, je ne donne pas l'argent, on va entrer dans les problèmes pour rien. Donc vraiment, il préfère dire la vérité. J'ai 4 mois. Avant la fin des 4 mois, je donne les 2 autres mois. Sinon, je vais faire comment? Je ne peux pas m'en sortir. Où je vis là, c'est trop loin. Et je travaille ici à côté. C'est pour ça que je vais faire pour réduire. Pour que là, le taxi là, me permet de payer les 2 mois. Il décide d'accepter. Les 4 mois, je ne les avais pas, naturellement. Pas encore. C'est là que je m'en vais donc voir un ami pour lui dire que voilà, tu sais déjà que je dois partir en location. Et le père a demandé 4 mois. Il a même demandé 6 mois. Mais il a dit 4 mois, il a accepté. Mais là, j'ai 2 mois. Donc, il se bat comme il peut. Le rendez-vous passe. 3 jours après, j'ai maintenant les fameux 4 mois. Je viens voir le père boude que donc, tu as même dit que tu avais l'argent et voilà, ça fait déjà pratiquement une semaine, tu étais où et tout. Je dis que bon, c'est le travail qui m'avait pris. Donc, voilà les 4 mois. Voilà donc comment je pars en location. Et les 3 premiers mois, sincèrement, j'ai regretté. Je me suis dit, il aurait fallu que j'essaie à la maison. Parce que 30 000, payer la location, rembourser celui qui m'avait donné l'argent, préparer les 2 mois supplémentaires et manger chaque jour, c'était terrible.
Déjà, si ce n'est pas indiscret, ça revenait à combien la mensualité? Le loyer était à 15 000. Et on m'avait d'ailleurs dit que c'était une très grosse erreur de prendre une maison de 15 000 avec un salaire de 30 000. Bon, j'ai compris. Vraiment, pas la force de l'événement, j'ai compris que c'était une énorme erreur. Et là, je ne pouvais pas partir chercher une autre maison. Parce que je n'avais même plus l'argent. Il me fallait même plus de trouver l'argent même pour payer le peu que je devais payer. Et c'est donc face à ça que j'ai compris rapidement qu'avec ce seul emploi, je ne pouvais pas m'en sortir. Parce que là-bas, on travaillait en quart. Il y avait 3 équipes. L'équipe du matin qui finissait pratiquement à 15 h, l'équipe du soir de 15 h à 22 h et l'équipe de la nuit de 22 h à 6 h du matin. Et là, je comprends que je dois capitaliser. Je commence donc à chercher un deuxième emploi. Et là, par l'intermédiaire d'un aîné du quartier, sachant que j'avais fait comptabilité, sachant que je travaille dans une boulangerie ou dans un supermarché en tant qu'agent de rayon, il me dit, j'ai mon cousin là qui a sa petite boutique de boulangerie là, il aimerait bien quelqu'un pour faire la comptabilité. Donc, il faut aller le voir pour discuter avec lui. Donc, je prends donc le rendez-vous avec le monsieur, on discute et je lui fais comprendre que naturellement je suis comptable dans tous les sens du thème. J'ai même fait l'université de droit. Donc ça vraiment c'est pas un problème. Nous on parle de centaines de millions en comptabilité. Donc si c'est un truc qui donne 500 000, c'est pas un problème. Là il dit ok, première chose, conçois déjà un plan sur comment tu vas faire la comptabilité. Là je lui sors des fiches qui lui permettent de comprendre que voilà, chaque jour il doit voir son stock et chaque jour il doit voir le montant que sa fille a vendu. C'est comme ça que je commence donc le travail avec lui et c'est à partir de là que je commence plus ou moins à me rendre compte que l'adversité vraiment permet de pouvoir s'améliorer. Parce que si le loyer n'avait pas été ce que c'était, je ne pense pas que j'aurais cumulé. Parce que c'était extrêmement difficile parce qu'il fallait sortir du supermarché et aller directement faire ses comptes. Et lui rendre compte ensuite. Ça fait que je n'avais pratiquement pas le temps. Même la télé, je n'avais pas, le réchaud, je n'avais pas. Encore moins une bouteille à gaz parce que j'étais pratiquement pas à la maison. Donc je mangeais tout le temps dehors. Donc c'est suite à ça donc que derrière la boulangerie, j'ai fait la connaissance donc, de quelqu'un d'autre également qui avait une boutique de vente des téléphones à l'avenue Kennedy. Et c'est là que je me retrouve à cumuler les 3. Oh, j'aime bien cette histoire, décidément. C'est là que je me retrouve à cumuler les 3 maintenant parce que ce que je faisais à la boulangerie, au mini dépôt, c'est la même chose donc, que je faisais à l'avenue Kennedy. Donc je venais faire l'inventaire du stock de ces téléphones. Et le suivi des opérations. Et le suivi des opérations pour voir est-ce que ça a disparu, est-ce que l'absence du téléphone est compensée par la présence de l'argent. Sinon, je fais directement le rapport pour dire que bon, voilà la différence qu'il y a entre les 2 opérations. Une chose en entraînant une autre, une cousine me fait savoir qu'elle est en train de travailler chez quelqu'un et que la personne a besoin d'un comptable. Oh, encore un troisième. Oui. Là, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je m'avais rencontré la dame. On discutait, elle me proposait un salaire de 50 000 le mois. Parce que mes 3 emplois cumulés, c'était littéralement 30 000 pour le fait d'être rayonniste, 15 000 pour suivre le stock à la mini-boulangerie et maintenant 20 000 pour suivre le stock à la boutique des téléphones. Donc ça faisait pratiquement 65 000 de salaire mensuel à dates différentes. Bon là c'est déjà un moyen de gérer le loyer, de manger et de faire des économies. Exactement. Mais je me suis rendu compte très vite que ça ne me permettait pas vraiment parce que le déplacement était pour beaucoup. Parce que tout ça était dans des extrémités. Donc il fallait prendre le transport et ça me coûtait beaucoup. Ça me perdait beaucoup de temps et j'étais très épuisé. Lorsque je trouve dans cet emploi de 50 000, qui heureusement était à pied de la maison, je décide de laisser les 3. On me focalise sur l'emploi de 50 000. Pour plusieurs raisons. Première raison parce que ça me permettait de vraiment faire
la profession de comptable que j'avais appris et donc d'approfondir parce que je m'étais rendu compte qu'avec la boutique de téléphone et avec la mini boulangerie, la comptabilité pouvait vraiment me permettre de pouvoir m'en sortir. Donc, quand j'avais quelqu'un qui me permettait de travailler devant l'ordinateur, parce qu'il faut préciser que jusque-là, je n'avais jamais travaillé devant un ordinateur. Elle me permettait de travailler devant un ordinateur, elle me montrait ce que c'est qu'Excel, elle me montrait ce que c'est qu'une boîte mail. Wow. Elle a dit vraiment, bon, les autres là... À l'école et au travail en même temps. Voilà. Elle dit que les autres là, vraiment, laissez un peu, je vais me focaliser là. Et donc, on s'était entendu initialement pour 6 mois et qu'au terme des 6 mois, je devais maintenant être confirmé. Malheureusement, après les 6 mois, elle me dit que l'entreprise connaît des difficultés et donc malheureusement on ne peut pas me confirmer. Et même le peu que je fais là, vraiment, ce n'est plus nécessaire parce que l'un des gros clients de l'entreprise a décidé de se retirer. Et donc par conséquent, on retourne à la case départ. Et là je commence à regretter que en fait, je n'aurais pas dû laisser les autres, encore que ce n'était pas à temps plein. Bon. Je suis retourné voir le monsieur du dépôt de la boulangerie pour lui faire savoir que, bon, voilà, le stage que j'étais allé faire est fini. Donc là, je suis revenu, en fait, parce que pour partir, je n'avais pas littéralement dit que je partais pour un autre emploi. J'avais dit, compte tenu du fait que je suis comptable et que je n'ai pas fini mes études et tout, quand j'ai une opportunité, je saisis d'abord l'opportunité pour augmenter ce que je sais déjà. Et là, je suis revenu lui dire que ce que je savais avant était bien. Mais ce que je sais aujourd'hui, là, c'est encore mieux. Donc, je pense qu'on peut le faire. J'ai donc fait 1 an, 2 ans avec lui. J'avais déjà 60 000 de salaire, avec un seul emploi. Et mon niveau de responsabilité avait augmenté. Me permettait déjà de pouvoir faire ses achats au marché et autres. Et donc, la dame de la précédente entreprise, je ne sais pas si on va s'en sortir parce que ça va dans tous les sens. La dame de la précédente entreprise qui m'avait appris Excel et autres me recontacte pour dire que les choses ne sont pas améliorées, mais j'ai plus beaucoup de temps. Donc, si tu peux venir juste pour faire les déclarations d'impôts et partir payer à la banque, je te donne 12 500 parce qu'on a divisé 50 000 en 4. Elle dit, je pense qu'il te faut en moyenne 1 semaine pour préparer les déclarations et tout. Donc, on divise 50 000. Ça fait 12 500 en 1 semaine. Je dis, naturellement, je suis partant. Et c'est là que 1 mois, 2 mois, 3 mois, au 4e mois, lorsque je suis en train de sortir de la banque, je rencontre un oncle qui était à la banque et qui me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis que non, je suis venu faire les déclarations d'impôts. Il dit, ah bon, tu as fini de fréquenter? Je dis que oui, bon, en tout cas, bref. Bon, là, c'est quand même des années plus tard. Oui, c'est beaucoup d'années plus tard. Et la question, tu as déjà fini de fréquenter, ça va? Ça s'est digéré? Bon, je lui ai dit, je lui ai dit que c'est compliqué en fait, que j'ai pas fini, j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Tu as arrêté à quel niveau? Je dis, j'ai arrêté au bac. Comment ça? Comment t'entends? Il n'y a pas la vie. Je ne veux pas raconter toute une histoire, il n'y avait pas d'argent. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je dis que non, je fais des comptes dans une mini boulangerie et je déclare les impôts de quelqu'un. Il dit, ok, ben, dans ce cas, donne-moi ton dossier et si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, je vais voir. Placerai. Oui, je dis que bon, ok, il n'y a pas de souci. Rédiger un CV, je ne savais même pas comment ça se faisait. Je n'avais jamais postulé. Quelque part, ouais, bon, voilà, je me renseigne. J'appelle ceux avec qui j'avais travaillé à la boutique des téléphones pour dire que vraiment, dites-moi un peu, je dois déposer un dossier. On m'a dit qu'il y a le CV dedans et tout. Qu'est-ce que je procède comment pour le rédiger ce CV-là? Et donc, il me donne un CV préimprimé. Je dois seulement remplir les espaces. Eh bien, je le fais et je donne le dossier à mon oncle et je patiente. 6 mois, 1 an. Okay. Je continue toujours à faire mon petit travail. Dans tout cet océan d'emploi, réemploi, à quel moment est-ce que l'idée d'entreprendre est venue? Ok. Pour parler de l'idée d'entreprendre, je vais devoir retourner à l'époque où j'ai eu le bac. Parce que lorsque j'ai eu le bac, on me dit, tu as eu le bac avec mention. Je dis oui. Il me dit, tu fais comment? Tu aimes bien expliquer les choses aux gens. Je dis oui. On dit mais il faut être professeur.
Si tu entres à l'école normale, c'est fini. Tu es fonctionnaire à vie. Et donc, tu as l'argent. Je dis, ouais, ben, c'est bien. On dit, ok, à l'université de Douala, c'est trop compliqué. C'est la jungle. Pour ceux qui ont été, je pense qu'ils savent ce qui se passe. Surtout en FCK. Voilà, que c'est compliqué. Et que maintenant, si tu veux faire l'école normale, il y a Douala. Et à l'époque, on venait plus ou moins d'ouvrir Bamenda. On dit qu'il y a Bamenda. Comme ça vient d'ouvrir, ça peut être beaucoup plus facile. Je décide donc de dire, ok, je vais faire l'école normale de Bamenda avec un camarade de classe. On contacte tout le monde que voilà, il va falloir que je fasse l'université Bamenda. Et qu'on a dit que maintenant il y a ce qu'on appelle la répartition régionale et autres là, qu'on favorise beaucoup plus les gens qui composent à Bamenda. Donc, je crée un bouquin et dis que si vous voulez que je fasse l'école normale, je dois composer à Bamenda. Si ce n'est pas Bamenda vraiment, c'est que c'est qu'on a tué l'enfant dans l'œuf, c'est qu'on a tué le poussin dans l'œuf. Et finalement, ça s'est soldé comment? J'ai voyagé, je suis allé à Bamenda avec mon camarade de classe. On a pris une chambre là-bas à 3000 pour nous deux, parce qu'il y avait un système selon lequel les étudiants qui retournaient sur Yaoundé avaient la possibilité de faire louer leur chambre. Donc on a pris une chambre là vraiment en haut d'une colline. Il y avait un froid. Un froid, vous faut oublier ce que vous connaissez. On a passé la nuit et le lendemain il fallait aller à l'établissement, voir le nom sur la liste et tout, et voir la salle de classe. Donc on est parti voir la salle de classe. On a même choisi nos futurs bancs. On était persuadés qu'on devait réussir parce que lui et moi, nous avions eu la mention. Ah bon, là, vous faites le choix des futurs bancs. Ce ne sont pas les bancs pour composer l'examen? Si, ce sont les bancs pour composer l'examen, mais puisque de toutes les façons, c'est l'établissement où on va fréquenter. On s'est dit, bon, voici ma chaise. Moi, je vais m'asseoir au 3e rang. On décide même de griffonner un truc sur la table pour dire que l'année prochaine, quand je vais venir ici, ou du moins quand les résultats vont sortir, qu'il va venir. Ok, j'imagine pas la suite. Je vais remarquer ça, c'est mon banc. On ne savait même pas comment étaient réparties les places, mais on se disait que de toutes les façons, si on était là, c'était pour réussir. Donc j'ai griffonné NB, nous paye Boris, il a griffonné aussi le sien. Et le lendemain, on est allé composer. Bon. Quand les résultats sont sortis, j'ai pleuré. Wow. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'a dépassé? Comment j'ai dit, je ne vais plus faire. Que bon, ça va. L'année d'après, on m'a encore convaincu. Tu vas faire, tu ne fais pas, tu veux t'en sortir comment? C'est le seul moyen de s'en sortir ici. Si tu n'es pas fonctionnaire, ça ne va pas le faire. Et le meilleur moyen d'être fonctionnaire, c'est ça. Donc, on met les bouchées doubles. Je fais maintenant Douala et j'ai fait Bamenda, Bambili notamment. C'est comme ça qu'on appelait ça. Là, je dis, je ne voyage plus. Parce que littéralement, avec tout ce qui s'est passé l'année précédente, je ne vais plus me déplacer. Donc, je vais composer directement sur Yaoundé. Vu que je me battais déjà comme je pouvais, je me dis, ok, pour maximiser, je vais faire les cours de soutien. Je fais des cours de soutien et je compose les deux. Échec cuisant encore. Wow. Là, je dis, bon, c'était bon, vraiment, que si je ne réussis pas ma vie, vous n'allez pas dire que vous ne m'aviez pas aidé. Vous avez fait ce que vous avez pu. Mais là, maintenant, vraiment, moi, je ne peux plus. Donc, c'était pour expliquer que c'est d'abord cet état de choses qui m'a fait comprendre que la fonction publique n'est pas le Saint Graal, contrairement à ce qu'on pense. Encore que ce n'est pas facile d'intégrer, ce n'est pas non plus l'excellence totale. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai cumulé tous ces emplois-là, conscient de ce que, voilà, la fonction publique, c'était plus pour moi et qu'il fallait que je puisse avoir plusieurs choses à faire au même moment. Le désir d'entreprendre vient parce que je voulais absolument avoir de l'argent. Et à l'époque, j'avais un téléphone qui me permettait d'avoir des fichiers PDF. Et donc, j'avais un grand frère qui était à l'université de Yaoundé. Il y avait un ordinateur avec plusieurs livres à l'intérieur. Il y avait des livres sur comment avoir de l'argent, comment devenir riche et tout ça. Je me suis dit, ouais, si on peut apprendre,
comment devenir riche? Mais attends, qu'est-ce que je fais depuis tout ce temps? Et c'est là que je décide de commencer à lire, passionné, pas par la lecture, mais par le fait que ça devait m'apprendre à devenir riche. Ok. Bon, et c'est suite à ça que je comprends que pour devenir riche, il faut bâtir un système qui travaille pour soi et tout. Il faut pouvoir créer sa propre entreprise. Je dis, ben, créer sa propre entreprise, je suis comptable, donc on nous a même déjà appris à l'école comment créer une entreprise. Donc, il y a une longueur d'avance sur les autres. Il faut maintenant que j'apprenne quelque chose que je ne connais pas encore. Et c'est là qu'une chose en entraînant une autre, je comprends qu'il faut entreprendre. D'accord. Que la personne qui m'emploie ne travaille pas au gouvernement. Il travaille pour son entreprise. Et l'argent qu'il me paye avec, c'est l'argent que l'entreprise lui donne. Et en tant que comptable, sa voiture, quand il part carburer, il vient nous donner le papier de ça. C'est l'entreprise qui paye son carburant. Je dis que vraiment, ça, c'est ça qu'il me faut faire. Que décidément, je peux pas. Et dès lors, je décide de regarder l'entreprise autrement pour comprendre comment est-ce que ça marche. Il a fait comment pour créer son entreprise? Il est passé par où? Et naturellement, je fais face au problème de financement. Voilà. Donc, comment est-ce que la flemme entrepreneuriale est née? À quel moment tu as lancé concrètement tes entreprises? Ok. Donc, la première entreprise que je lance, c'est Forever Style by Boris Noupéi. Conscient naturellement du problème qu'on connaît par rapport à l'importation et autres. Et aussi la niche que ça représentait en termes de pouvoir d'achat, en termes de chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que je fais notamment pour lancer la marque? Je décide, après un bon moment, parce que étant tout petit, on me disait déjà que j'aime bien m'habiller. Que vraiment, quand tu t'habilles, on sait quand tu as commencé à chercher les femmes, parce que quand tu as commencé, ton habillement a changé. Et donc, j'ai dit que, ok, si je dois le faire, pourquoi ne pas capitaliser et que cet amour pour le vêtement, pour le vestimentaire, puisse me rapporter de l'argent. C'est là que j'ai décidé de créer donc ma marque de vêtements et notamment le nom Forever Style. C'est vraiment pour dire qu'il faut garder le style à jamais, littéralement. By Boris Noupéi pour pouvoir se distinguer de tout le monde et de dire que voilà, c'est un jeune Camerounais, africain qui a décidé de le faire pour démystifier. Et là, le financement vient d'où? Maintenant, le financement, c'est un mythe de penser que pour lancer une entreprise, il faut un financement. Pour la petite histoire, comment est-ce que ça commence? Je décide de m'asseoir là avec le téléphone. Je tape sur Google, images, fil et aiguille associées. Ok. Ça me donne une image là d'une aiguille et du fil. Et c'est ça littéralement qui constitue le logo, le logo de mon entreprise. Je prends le bic, je griffonne ça sur le cahier et je mets vraiment en bas là Forever Style. Et maintenant j'ai décidé d'ajouter un petit trait qui pour moi représente vraiment l'essence même de l'entrepreneuriat, ce petit trait là, parce que le petit trait est en forme d'oscillation qui montre que l'entrepreneuriat vraiment c'est une série de hauts et de bas, un peu comme l'électrocardiogramme. On sait que si c'est tendu, on peut bien voir ça avec la réalisation. Voilà. Je crois qu'il décrit bien cette image là. Voilà. Donc sur le logo. Voilà. Donc voilà, je dis donc la petite oscillation là, c'est pour dire que l'entrepreneuriat vraiment c'est une série de hauts et de bas pour au final atteindre ce qu'on appelait une phase d'expansion. Donc c'est là que sans besoin de financement, mon logo est déjà trouvé. Le nom, pour pouvoir le trouver, il a fallu faire des recherches parce que je me suis rendu compte que le logo est un élément clé dans la communication de son entreprise. Le nom également est un élément clé. Maintenant, il ne faut pas chercher à réinventer l'eau chaude. Certains ont déjà créé des logos et tout. Il faut apprendre comment les autres ont déjà fait. Et là, tu te lances, tu formalises. Et là, maintenant, je me lance, je décide de communiquer et de dire que désormais, il y a ma marque.
Donc là, les vêtements sont disponibles ou bien c'est juste des... Aucun vêtement n'est disponible, rien n'est disponible. J'imagine qu'il y a eu au moins un client qui est venu et qui a dit « Ok, je veux bien prendre ». Bon, ça se passe comment concrètement? C'est pour ça que je pense que le plus dur dans la vie, c'est d'oser. Les gens ne s'en sortent pas parce qu'ils veulent voir la fin sans avoir commencé. Je lance la marque, je communique que j'ai une marque de vêtements. Il n'y a rien. Le logo même, c'est sur la feuille du cahier. J'ai le nom. Maman, là, il n'y a rien à faire. J'ai le logo également. Je communique et à l'époque, j'étais dans plusieurs groupes. Je communique en disant que je suis propriétaire d'une marque dans un groupe entrepreneurial. Je suis propriétaire d'une marque de vêtements et le groupe en question devait organiser un événement pour fêter ses 1 an d'existence. On décide donc de nous contacter, de dire que, ok, comme tu as une marque de vêtements, propose-nous un style africain, un t-shirt que tout le monde pourra aborder pour l'événement en question. Là, j'entre dans Google, je tape tous les types de vêtements africains et tout. Il y a un problème, le problème de coût. On veut un truc de maxi 4000 francs par personne. Et s'il faille additionner des tissus africains et tout, ça va être compliqué. Néanmoins, je décide de me rendre en ville, à la pharmacie du Soleil. Et je discute avec les gars là-bas. Je les explique qu'il me faut un t-shirt africain qui puisse satisfaire environ 20 personnes. Là, on me dit, ok, on va donc faire un t-shirt où on va mettre ton logo d'un côté et le logo du groupe de l'autre côté. Et donc, le slogan du groupe était « Une légende, ça se construit ». Et donc, derrière, on va écrire « Une légende, ça se construit ». J'ai dit, ok, ça coûte combien? On dit, pour faire la maquette et tout, c'est 5000 francs. Et pour faire la première pièce également, ça va être 5000 francs. On dit, ok, j'avance 5000. Je prends 5000 et j'avance. On fait, je paye les deuxièmes 5000. Le t-shirt est sorti à ma taille, naturellement. Je présente et on me dit, mon frère, ce n'est pas ça que... C'est pas ça qu'on veut en fait. Entre-temps, on avait à trouver quelqu'un d'autre qui devait le faire. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je porte mon t-shirt, je me filme avec, fier de ce que ma marque se retrouve sur un truc. Et je poste un statut. Là, on est en quelle année? Là, on est pratiquement en mi-2019. D'accord. Je poste un statut. Ça, une première personne m'écrit pour dire que wow, c'est quoi? Je dis non, c'est ma marque de vêtements. Ah bon, tu as une marque? Je dis oui. Une marque comme les autres marques qu'on entend. Ouais. Je dis ouais, ok, ton t-shirt là, c'est comment, il coûte combien? Je dis 5000. Sincèrement, Comme ça, au pif, 5000? Ouais. Oui. Pour dire vrai, je pense, moi, je ne pourrais pas acheter un t-shirt là à 5000. En fait, j'ai dit 5000. On me dit, ok, que ton t-shirt là est cher et tout. Je m'avais donc revoir les gens là pour dire que je veux vraiment un truc de qualité. Je veux plus. Là, c'est parce que je n'avais même pas l'argent. Maintenant, il me faut vraiment un truc parce que je me rends compte que ça intéresse les gens. Et je ne veux pas que l'image associée à ma marque soit n'importe quoi. Voilà donc comment on trouve donc les meilleurs produits, ou du moins la meilleure matière première sur le marché pour pouvoir faire les t-shirts. Et donc, beaucoup de gens sont intéressés, mais personne ne paye, malheureusement. La première personne qui décide de payer, donc je fais son t-shirt d'excellente qualité. Lorsque je livre au client, parce que pour la circonstance, j'avais même fait des petits sacs, parce que je me suis dit, il faut vraiment sortir, je ne vais pas venir un truc emballé, je vais faire vraiment un petit sac, même de la marque, et donc je décide de le livrer. La personne est très contente, et je dis, il faut m'envoyer une photo. Désormais, lorsque je poste ma photo, je poste la photo de la personne. Voilà. Quelqu'un se dit, ben, si une personne a apporté, ça veut dire qu'il y a un truc. C'est là que de fil à aiguille, ça intéresse les gens. N'ayant pas de fonds pour pouvoir naturellement coudre ce genre de vêtements, j'ai accentué donc la promotion sur les t-shirts. Et donc les revenus que les t-shirts m'ont donné m'ont permis maintenant de coudre des ensembles boubou. Parce qu'il serait incohérent pour quelqu'un qui dit défendre le Made in Cameroun, le Made in Africa, d'être vêtu par
la raison fondamentale pour laquelle il a entrepris, c'est-à-dire que le vêtement de la friperie, je décide donc de capitaliser donc sur la vente de cette première collection que j'ai créée pour maintenant me coudre les vêtements 100% camerounais. Et c'est comme ça que la première entreprise voit le jour. D'accord. Et est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça, pour dire comme de manière basique, est-ce que ça nourrit son homme avec cette première entreprise? Avec cette première entreprise, pour le moment, je peux dire que ça ne nourrit pas totalement. Parce que initialement, l'idée c'est d'abord d'apporter de la valeur aux gens. Si on crée une entreprise dans le désir de pouvoir s'enrichir et de pouvoir être libre financièrement immédiatement, ça va être un véritable problème. L'idée c'est d'apporter un plus et ce plus qu'on apporte va nous générer un revenu vers. Donc on va dire qu'on est dans la phase de croissance et de développement. On est dans la phase de développement de l'entreprise. Et c'est une aventure excitante, très excitante. Et à quel moment on parle du glacier? Voilà, on parle du glacier suite à un constat. Lorsque je me baladais dans la ville de Yaoundé, j'ai pu observer que le seul glacier qu'il y avait dans la zone se trouvait dans la cité universitaire. Il y avait énormément de monde. Parce que dans les formations entrepreneuriales que j'ai assistées, on disait qu'un entrepreneur doit venir résoudre un problème. Il ne doit pas chercher à inventer quelque chose. Il doit venir identifier un problème et apporter une solution à ce problème-là. Donc je me rends compte que tout le monde se concentre dans la zone universitaire parce que c'est pratiquement le seul endroit où il y a la glace et autres. Et je décide de prendre des informations donc, sur comment faire. Parce que depuis toujours, j'ai toujours rêvé d'apporter de la valeur aux autres. Et j'ai très tôt compris avec la marque qu'en apportant de la valeur aux autres, ça nous apporte nous-mêmes de la valeur. Parce qu'on dit qu'une connaissance s'agrandit lorsqu'on partage. Contrairement à un bien qui se divise, qui diminue lorsqu'on partage. Donc je prends des informations par rapport à la glace et autres. Et je me rends compte que voilà, c'est possible de le faire. Mais seulement contrairement à ce qu'on pense, pour le faire seul, il faudra avoir un capital assez consistant. Du moins, si on veut faire un truc de qualité. Parce que l'idée avec la première marque, c'est que j'ai compris que la débrouillardise, c'est bien, mais ça ne permet pas d'atteindre un certain niveau. D'accord. Et si on veut faire quelque chose de bien, il va falloir y mettre les moyens également. Donc, je décide donc de m'associer avec quelqu'un pour qu'on mette ce projet sur pied. Et donc, première difficulté, l'espace. J'imagine bien. On ne trouve pas l'espace. Et après, il faudra aussi penser à l'équipement, l'aménagement. Après, il faut penser à l'équipement, l'aménagement et tout le reste. On ne trouve pas d'espace. La plupart des espaces sont pris. Et on nous dit que c'est par rapport à ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest qui a fait que tout le monde est monté. Et donc, du coup, ça a développé les petits métiers, les petits salons de coiffure un peu de partout. Des petits espaces là étaient déjà pris. Finalement, l'espace qu'on décide de prendre, c'est un espace vide. D'accord. On doit construire. Et là, c'est pour ça que l'entrepreneuriat est excitant, dans tous les cas. Voilà, c'est pour celui qui aime prendre du risque. Oui, pour celui qui a le cœur, parce que c'est... il y a une expression qui dit « entreprendre, c'est comme se jeter du haut d'un toit et construire son parachute au fur et à mesure, pendant qu'on est en train de descendre. » Je pense que c'est littéralement ça, en fait. Parce qu'on décide de dire « Ok, on va construire deux solutions, soit en matériaux provisoires, soit en matériaux définitifs. » On décide donc de faire venir les techniciens. Le premier fait son devis en matériaux provisoires, le deuxième fait son devis en matériaux définitifs. Les deux sont énormes. On se dit, bon, on va faire les deux. On va faire une partie en provisoire, une partie en définitif. On dit que les amis, si personne ne l'a encore fait jusqu'ici, c'est parce qu'il n'y a pas de logique dans ça. On décide donc de prendre le devis de celui qui était le plus bas en matériaux définitifs, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'on se disait que trouver des planches de bonne qualité, ça a un coût extrêmement élevé. Trouver un technicien qui est capable de faire un travail assez fin, c'est également élevé. Donc on décide de prendre le devis de celui qui a le coût le moins élevé. Et c'était une erreur monumentale. Parce que ce n'était même pas un expert. On ne pouvait pas se payer les services d'un expert, d'un architecte et tout ce qui va avec.
un devis de 200 parpaings, on se retrouve à 600 parpaings. Ok. Un devis de 5 sacs de ciment, on se retrouve à 10 sacs de ciment. Pour faire la charpente, on commande 30 lattes, on se retrouve à 45 lattes. Ben là, ça a été chaud. On a dû repousser le projet parce que les fonds qu'on avait... Mais là, vous avez repoussé pendant que vous aviez lancé déjà ou bien c'est... Pendant qu'on avait lancé. Parce qu'on n'avait pas idée de ce que son devis n'était pas un devis réaliste. Voilà. On n'avait pas pris la peine de demander aux uns aux autres que vraiment regarder ça. Non, non, oui. On avait dit on est grand. On va le faire. Et aujourd'hui, puisque le glacier est là, on aura l'occasion de voir quelques images. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez reporté le projet à plus tard ou c'est parce que vous avez forcé? On a forcé, naturellement, parce que souvent lorsqu'on a l'engouement et la détermination, si on décide de renvoyer, on perd la flamme. Parce qu'il y a cette flamme-là qui nous anime à chaque fois, qui nous donne toute l'énergie nécessaire pour affronter toutes les batailles. On a dû maintenant, par contre, repenser le projet. Et c'est dire que, ok, l'idée initiale n'était pas forcément ça, mais là, on est déjà en plein dedans. On ne peut plus décider de reculer. Si on recule, on aura déjà perdu beaucoup d'argent. Donc, on décide quand même de dire que, ok, il faut changer de stratégie. Et c'est là qu'on change de stratégie, qu'on décide d'aller nous-mêmes sur le terrain faire les différents achats et autres. Et finalement, le glacier voit le jour. Et ben voilà. Après combien de temps? Je veux dire, entre l'acquisition de l'espace vide et l'ouverture officielle du glacier, combien de temps s'est écoulé? 1 mois. Juste 1 mois? Juste 1 mois. Ok, mais ça paraissait très long. Si en 1 mois, vous avez réussi à bâtir tout ça, vous avez construit, vous avez fait une charpente, les tôles, la peinture, l'aménagement, jusqu'à ouvrir un glacier. Bien sûr. En 1 mois? En 1 mois. Wow. Bah, vous étiez prêt, hein? En 1 mois, non seulement on était prêt, mais on était surtout disponible et engagé. Parce que le tout, ce n'est pas seulement l'argent, contrairement à ce qu'on pense. Il faut déjà penser aussi son projet. Parce que le technicien qui vient, si vous lui demandez de construire une maison en forme conique, il va le faire. Il ne veut pas savoir pourquoi est-ce que vous allez le faire, comment, si vous allez vous en sortir ou pas. Du coup, il faut tout penser dans le projet. Mais maintenant, le chemin se dessine au fur et à mesure. Parce que pour construire, il a fallu qu'on se rende compte des réalités du terrain. Il y a plusieurs types de sable, avec des prix différents, avec des utilisations différentes. Je crois que là, il faut quand même qu'on marque un point d'honneur sur l'importance des synergies. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans des activités, mais qui n'ont pas mesuré leur force propre. Et après, qui ne sont pas aussi prêtes à s'engager avec les autres. Donc, vous allez voir quelqu'un qui vous proposera facilement de croire en vous, de vous accompagner. Il y en a qui refusent sans toutefois réfléchir, mais je crois que c'est aussi un risque à ce niveau-là. Parce que je pense que si en 1 mois tout était prêt, c'est parce que la préparation à la base, que ce soit de ton côté, que ce soit du côté de ton collaborateur, elle était bonne. Et puis, il fallait peut-être le facteur confiance. Qu'est-ce qui a motivé cela, en fait? Ce qui a motivé cela, c'est que déjà, je faisais dans le développement personnel depuis très longtemps. Et j'étais très amer lorsque je me rendais compte qu'on a beaucoup de coachs en développement personnel, beaucoup de coachs en entrepreneuriat, beaucoup de coachs en création d'entreprises qui n'ont jamais rien créé, des coachs en développement personnel qui ne s'en sortent pas. Ça me rendait fou en fait. Et pour la petite histoire, j'ai même d'ailleurs une page YouTube que j'avais créée il y a de cela 1 an, où je partageais déjà des vidéos de développement personnel, où j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit que vraiment... Non, c'était des coups de gueule. Ouais, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit vraiment, Boris, si tu veux faire comme tout le monde, continue. Mais si tu veux pouvoir te distinguer, crée quelque chose qui va te permettre de pouvoir partager ton expérience et accompagner les autres dans les réalités du terrain. Parce que les livres qu'on lit, Père riche, Père pauvre et tout, vraiment, ça apporte de la valeur, mais ce n'est pas contextuel. Donc, ça ne remplit pas le climat, l'environnement dans lequel on est. On ne décrit pas quelle est la difficulté lorsqu'on va créer une entreprise dans ces différents livres-là. On ne donne pas des petites astuces sur comment faire. On ne prévient pas que ce sera dû à tel point. Voilà, on dit juste que l'entrepreneuriat est difficile. Voilà, donc on va voir Boris nous payer aujourd'hui comme ce jeune Camerounais.
fort vraiment du désir d'être indépendant financièrement, à qui la vie n'a pas été très facile, qui aujourd'hui a 2 marques quand même. On a Forever Steel, on a le glacier italien Le Duc. Je pense que ceux qui sont du côté de Yaoundé, précisément quel quartier déjà? Simbok, voilà. Le quartier Simbok, base militaire. Voilà, je crois qu'on va peut-être se donner le plaisir d'y aller un de ces jours, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur l'essence même de tout cela. Parce que nombreuses sont des personnes qui ont perdu les parents très jeunes. Nombreuses sont celles qui n'ont pas pu aller à l'école, faire de grandes études. Il y a des personnes aujourd'hui qui rêvent, mais qui voient tellement la difficulté financière que n'osent même pas faire le premier pas. Je veux une boutique, je n'ai pas 5 francs, il me faut 1 million, par exemple. Donc, j'aimerais un peu qu'on revienne sur la douleur la plus profonde de ta vie. Qu'est-ce qui a créé ce désir-là? Parce que de tout ce que j'écoute aujourd'hui, c'est que vraiment, il ne fallait pas revenir en arrière, il ne fallait pas avoir les problèmes d'hier, aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour qui passait, tu voulais pousser un peu plus loin. Tu voulais avoir un marché de plus, un emploi de plus, un contrat de comptabilité en plus. Voilà, et aujourd'hui, je crois que chaque jour, tu veux vendre une glace en plus, une tenue en plus. Naturellement. Et voilà. Qu'est-ce qui motive ça? J'imagine qu'il a fallu aller jusqu'au fond de tes tripes pour puiser cette essence-là. Oui, et l'événement le plus triste a été le décès de ma mère. Parce que, étant très jeune, 8 ans d'âge, je n'avais même pas encore mesuré vraiment quelle était l'importance d'avoir un parent. Et je ne vivais pas directement avec mon père, je ne vivais pas avec mon père du tout. Et donc, à un moment, je me suis senti écarté. Je me suis senti à part. Et associé à ça, la difficulté financière, je me suis dit que là, vraiment, c'était le bouquet. Il y a plusieurs nuits que j'ai passées à pleurer, littéralement, de dire que, mais Seigneur, pourquoi m'avoir mis dans toutes ces situations? Je n'ai pas ma mère avec moi. Tous les enfants ont leurs parents. Mais en plus de ça, même, je n'arrive même pas à m'en sortir. Même fréquenter, je n'arrive même pas à fréquenter. Comment dire au quartier, c'est quoi le projet, Seigneur? C'est quoi? Et c'est pour ça. Et qu'est-ce qui te boostait au quotidien? Qu'est-ce qui te donnait envie de te réveiller le matin et de continuer? Sur quoi est-ce que tu t'appuyais? Ce qui me boostait au quotidien était le fait de voir un aîné au quartier qui, il était connu par tout le monde qu'il avait littéralement perdu ses 2 parents. Et aujourd'hui, il s'en sortait. Il avait même une voiture. Et là, je ne le côtoyais pas, vu qu'il y avait un décalage, mais j'avais quand même entendu l'histoire. Et c'est ça qui me disait que, mais attends, mais Boris, c'est possible. C'est possible en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un racontait l'histoire de ce grand frère-là, j'étais toujours très attentif. J'ai demandé que tu dis qu'il a fréquenté où? J'essayais de comprendre. Que ses parents il avait quel âge quand il n'a plus eu ses parents et tout. Et là, ça m'a littéralement permis de comprendre parce qu'un jour, j'ai eu la possibilité de discuter avec lui. Il ne savait pas, naturellement, toute l'admiration que j'avais pour lui. J'ai eu à discuter avec lui et il y a une phrase qu'il a dite, c'est que Boris, le travail paye. Mais seulement, il faut travailler avec intégrité. Super. Que ce n'est pas le fait de travailler. Mais si tu travailles pour quelqu'un et qu'un matin, il peut se réveiller en disant que Seigneur, merci de m'avoir donné Boris. Parce qu'il me donne le travail sans mot de tête, il ne vole pas mon argent, il ne fait pas machin. Ne serait-ce que cette pensée qu'il a envers toi va faire que l'ensemble des entreprises ou de tout ce que tu vas faire va prospérer. Donc, travaille plus que tout le monde. Parce que si tu me vois aujourd'hui, ce qu'il disait, c'est que quand il fallait dormir au travail, je dormais au travail. Les gars me disaient que c'est l'entreprise de ton père, pourquoi tu penses que tu travailles pour qui et tout. Mais je disais, j'ai pas droit à l'erreur. Eux, ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je ne sais pas sur quoi je compte. Et aujourd'hui, me voici. Donc, s'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que il faut travailler et être intègre. Et dès le jour-là, j'ai dit que, bon, c'est ça que je vais faire. Et il m'a dit, ok, pour te donner un coup de pouce, l'eau est finie. Il faut aller puiser mon eau à boire. J'ai porté son seau, je suis allé puiser. Quand je suis revenu, il m'a donné 500. Ouais, j'étais
très content. Il était très content. Voilà, donc comme quoi, autour de nous, il y a toujours une personne qui nous inspire, qui nous motive. On peut trouver une raison d'avancer à travers l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas hésiter vraiment à vouloir copier, mais surtout copier avec du travail, avec, j'ai envie de dire, avec intégrité, comme il a dit, mais j'ai envie de dire avec passion. Parce que se lever le matin, travailler avec douleur, ce n'est pas une chose facile, mais quand on reste focalisé sur le point qu'on vise, vraiment, on y va, mais on y va très vite. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a Boris qui est devant nous, qui est un exemple vraiment palpable. Et on a comme envie de savoir quels sont tes rêves, parce que tu es encore très jeune et la vie nous appartient. Donc, j'imagine que tu ne penses pas t'arrêter là avec 2 marques de vêtements, un emploi de contrôleur de gestion. On n'oublie pas ça. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Quel est le prochain point que tu vises? Le prochain point que je vise, c'est non seulement de développer le glacier italien de Dieu pour que la deuxième version, pour ne pas dire la deuxième agence, soit quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large et beaucoup plus luxueux, plus spacieux. Bref, que ce soit une version beaucoup plus améliorée de ce qu'il est aujourd'hui, de faire de la marque Forever Style une marque internationale, qu'on puisse aussi savoir que les choses peuvent quitter de l'Afrique, du Cameroun pour l'extérieur et plus seulement l'inverse. Et troisièmement, je veux transcrire mon histoire, je vais d'ailleurs, et c'est un engagement que j'ai pris cette année. Voilà, et il y a beaucoup de personnes qui regardent donc donc j'ai tout intérêt à tenir ça sur à ce que j'ai dit. Voilà, donc j'ai pris l'engagement de transcrire mon histoire dans un livre parce que naturellement lors d'un interview comme celui-ci, on n'a pas la possibilité de pouvoir tout dire on raconte pas dans une détail. Toute une vie en une heure. Exactement. Voilà. Donc j'ai pris sur moi cet engagement depuis quelques mois déjà de transcrire mon histoire dans un livre parce que je pense que chaque vie est une histoire qui mérite d'être racontée. On dit si on veut cacher quelque chose dans un noir, il faudrait qu'on l'écrit dans un livre parce que malheureusement chez nous on n'a pas l'habitude de lire. Mais on a encore moins l'habitude d'écrire parce qu'on se dit qu'il faut être un agrégé, qu'il faille être un agrégé, un docteur, que sais-je encore, pour pouvoir écrire. Je veux donc m'inscrire en faux en cela, de dire que, ok, avec mon niveau, je vais pouvoir transcrire cette histoire-là et que la génération qui viendra derrière moi pourra lire ce livre-là et s'inspirer. Parce que si moi, j'avais eu la possibilité de lire un livre par rapport au processus que quelqu'un a connu par rapport aux difficultés, je suis certain de ce que j'aurais été très loin en 2021. Et on rappelle que les livres que tu as lus pendant ton cycle universitaire, non, pas ton cycle universitaire, pendant que tu cherchais 2-3 jobs, c'était comment devenir riche, comment gagner de l'argent. Voilà. Bien sûr. Comme quoi, c'est pas une mauvaise chose finalement d'aimer l'argent. On a besoin d'argent chaque fois. Bon, tant qu'on en fait un instrument, on pourrait vraiment aimer de l'argent, on pourrait chercher de l'argent comme on peut. Mais alors, avant de finir avec cette autre production, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu peux faire pour aider, pour soutenir, pour accompagner ceux qui passent par des moments difficiles. Est-ce que tu es accessible déjà? Est-ce que tu peux prendre sur toi? Pourquoi pas? C'est aussi ça, hein, l'essence de J'ai vaincu. Lorsqu'on a transformé ses faiblesses en force et lorsqu'on a vaincu comme toi, d'accompagner les autres. Est-ce que tu regardes la caméra et que tu t'engages dans ce sens-là? Il y a des personnes qui vont t'appeler après à Yaoundé, il y a des personnes qui chercheront un emploi, il y a des personnes qui auront vraiment besoin de soutien. Voilà. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Donc, je commencerai par dire que pour moi, prendre cet engagement est une partie de plaisir parce que déjà, depuis plus d'1 an, j'ai pris sur moi d'ajouter, d'augmenter la valeur de ceux qui me sont proches. Proches entre guillemets parce que chaque jour que Dieu a créé, je fais des publications dans mes statuts WhatsApp, dans des thèmes variés qui concernent l'entrepreneuriat, qui concernent le développement personnel, qui concernent la vie en général, dans le souci effectivement de pouvoir donner de la valeur. Donc tous ceux ou celles qui ont besoin d'augmenter la valeur, d'ajouter une touche pratique à ce qu'ils veulent pouvoir réaliser, à définitivement passer à l'action, ont une seule chose à faire, enregistrer mon numéro WhatsApp et chaque jour, dans l'extrait de mes statuts, ils pourront voir
des thèmes divers. Et d'ailleurs, le samedi est une journée que j'ai voulu surnommer « Programme à la demande ». Donc le samedi, je parle du sujet qui intéresse la plupart des personnes. Donc plusieurs personnes m'écrivent pour dire que j'aimerais bien que tu abordes ce sujet en particulier et je me fais un devoir donc d'aborder ce sujet. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'apporter un plus dans la vie des autres, d'ajouter la valeur des autres parce que apporter un plus nous apporte un plus également. Je fais grandir les autres en grandissant également. Super. On mettra un lien de toutes les plateformes publiques pendant cette diffusion et on espère vraiment que vous ne vous gênerez pas à aller vers lui pour apprendre aussi un peu et recevoir beaucoup. Donc, on va dire merci à Boris Noupéi pour ce déplacement, pour cet entretien à cœur ouvert. Et vraiment, merci, parce que ce n'est pas évident de partager sa vie privée. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on se dit pour vivre mieux, il faut vivre caché. Mais aujourd'hui, on a choisi de briser cela, de briser ce tabou et de vous raconter vraiment ce qui pourrait vous aider, vous encourager. Merci vraiment pour t'être prêté au jeu. Et on te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès dans toutes ces entreprises que tu lances. Et on attend le livre ici. Voilà. C'est l'engagement. Voilà, donc vraiment, merci à toi, merci pour cette histoire. Est-ce que tu peux affirmer « j'ai vaincu » ? J'ai vaincu, voilà. Voilà, là c'est pour toutes ces fois où tu as traversé des moments difficiles, des difficultés financières en l'occurrence, parce qu'il faut dire que c'est ça l'essence de son histoire aujourd'hui. Et pour vous également, j'espère que vous le ferez très bientôt. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette émission avec quelqu'un à qui vous tenez, à quelqu'un qui passe par ces moments et surtout, gardez l'état d'esprit du combattant parce que c'est cela qui vous mènera vers la victoire assurée. Merci à la grande équipe qui nous accompagne. C'est une production signée Glow Studios que vous retrouverez à Douala, Makepe, à votre service. Ciao.